Bonsoir à tous, merci d'être présents ce soir pour la deuxième conférence organisée dans le cadre des rencontres d'archéologie de la Narbonnaise 5e édition. Donc ce soir, nous allons avoir le plaisir d'avoir 3 intervenants pour vous parler des arènes antiques de Béziers. Et donc, vous allez pouvoir découvrir un projet qui a été réalisé l'année dernière et qui donc va vous être présenté par Monsieur Olivier Génouvez, archéologue à l'INRAP Méditerranée, Monsieur Jean-Claude Golvin, archéologue, architecte, illustrateur, voilà, multiples facettes. Et Monsieur Laurent Vassallo, le président de l'association des Amis du Bréviaire d'Amour, qui a été un peu le commanditaire de l'application qu'ils vous présenteront à la fin de cette conférence, qui s'intitule « De la fouille à la restitution en réalité virtuelle ». Voilà, donc vous allez pouvoir découvrir tout ça. Je vais laisser la parole à Monsieur Génouvez qui va ouvrir le bal. Voilà. Je prends celui-là. Oui, allô? Oui, vous m'entendez? Oui, merci Elodie pour ton introduction et merci également à Elodie et à Marc Azema pour leur invitation. Nous allons donc quitter Narbonne pour Béziers, donc la route sera brève, vous vous en doutez. Je pense que vous connaissez, pour la plupart d'entre vous, vous savez où se trouve Béziers. Sinon, pour ceux qui ne le savent pas, c'est relativement simple. À la sortie nord de Narbonne, vous prenez la voie domitienne, méfiez-vous des ornières. Vous faites une trentaine de kilomètres vers le nord-est et vous arrivez à Béziers, après avoir croisé les 2 principaux fleuves du secteur, c'est-à-dire l'Aude dans un premier temps et l'Orbe dans un deuxième temps, qui coule au pied même de Béziers. Après cette localisation géographique relativement rapide, quelques mots pour l'histoire. Béziers est une ville romaine dont, vous le voyez, 30 km, c'est peu. Une ville qui est relativement proche de Narbonne. C'est une proximité qui a dû motiver quelques concurrences. Aujourd'hui, les concurrences sont plutôt paisibles, enfin, entre guillemets, puisqu'elles sont surtout rugbystiques. Mais ce sont 2 villes relativement proches. Béziers est une ville donc occupée dès la proto-histoire, à la différence de la ville de Narbonne qui est proche d'une ville gauloise mais qui ne se trouve pas au même emplacement. Lorsque la colonie est déduite ou fondée en 36 avant notre ère par Octave, elle investit, elle prend pied sur un site qui est déjà urbanisé depuis au moins le 6e siècle avant notre ère. Voilà l'une des différences importantes entre Béziers et Narbonne. Béziers donc abrite une colonie en 36 avant notre ère qui est déduite par Octave pour recevoir les vétérans de la 7e Légion. Béziers est une ville dont la superficie telle qu'on peut aujourd'hui la mesurer à partir des quelques découvertes archéologiques qui sont moins nombreuses quand même qu'à Narbonne, ce qui fait que le contour de la ville est relativement flou. J'ai dessiné ce périmètre avec un trait jaune, mais dans la réalité, vous vous en doutez, il est beaucoup plus flou. On peut dire que la ville romaine couvre environ 35 hectares. Ces 35 hectares correspondant peu ou prou à la superficie supposée de la ville pré-romaine. Donc, dans ce périmètre jaune, je vous ai situé cette occupation romaine, cette ville romaine qui est sur la partie sommitale du plateau. Je vous ai signalé par ce trait orange la voie domitienne qui croise l'Orbe ici, sur un pont ou sur un gué. Les discussions là sont en cours et on n'a pas encore la preuve que la route passait sur un pont. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la route littorale passe ici, arrive de Narbonne, passe le fleuve, attaque le versant de la colline, arrive sur le sommet de la colline et file dans cette direction vers le nord-est. L'amphithéâtre se trouve ici. Vous le verrez tout à l'heure sur des vues un peu plus focalisées, mais vous avez l'emplacement de l'amphithéâtre ici, et vous voyez immédiatement que cet amphithéâtre qui est installé de l'autre côté de la voie domitienne, est bâti aux marges de l'agglomération. Voilà. Ce qui est relativement fréquent. Le besoin de surface faisant qu'on avait du mal, sinon on n'avait pas la possibilité de trouver suffisamment d'espace dans les murs de la ville, et donc on construisait ces grands monuments à la périphérie.
La localisation de ce monument était connue. Vous le verrez, ces fouilles, elles ont permis de redécouvrir l'amphithéâtre. Ce ne sont pas les archéologues au début des années 90 qui ont mis au jour ce monument sur un site où on ne l'attendait pas. En fait, vous le verrez, les fouilles, elles avaient une intention qui était, une motivation qui était de préciser la datation, le plan du monument. Mais vous le voyez sur cette seule photo aérienne, on reconnaît assez bien certains segments de l'ellipse sur les vues aériennes du quartier. Aujourd'hui, le quartier Saint-Jacques à Béziers. C'est un secteur de la ville actuelle qui se trouve en dehors des murs de la ville médiévale, et c'est un secteur de la ville actuelle qui n'a été urbanisé qu'à la fin du Moyen-Âge. Donc toutes les maisons que vous voyez aujourd'hui posées sur une partie des maçonneries antiques et que vous pourrez voir si vous vous rendez sur place, sont des maisons dont les fondations, ou pour certaines dont les élévations, datent du XIIIe siècle, du XIVe ou du XVe siècle pour la plupart. Alors comme je vous l'ai dit, ce site, il était connu. Il était connu parce qu'il était encore visible dans des cours, dans des jardins, dans des caves. Et dès la première moitié du XVIIe siècle, vous avez un voyageur qui s'appelle Anne de Ruhlmann, qui est accompagné d'un peintre qui s'appelait Barral, je crois, qui était de Metz, et qui visitait la plupart des grandes villes de l'ancienne Narbonnaise en décrivant, et le peintre qui l'accompagnait en dessinant, les monuments d'époque romaine qui étaient encore accessibles, qui étaient encore visibles. Et quand Anne de Ruhlmann se rend à Béziers en 1628, il rend compte de la présence de nombreux monuments d'époque romaine, dont l'amphithéâtre. Et c'est un petit clin d'œil à la raison de notre présence ce soir. Voilà, c'est un précurseur de la réalité augmentée, Anne de Ruhlmann, parce que, en fait, vous le voyez sur son dessin, il a écrit, vous le voyez en haut à gauche, le cirque en l'état qu'il est et qu'il était en tirant le rideau de papier qui le couvre. Donc, son compagnon Barral a dessiné l'amphithéâtre tel qu'il le voyait à l'époque. Vous voyez qu'il en reste encore une bonne partie. A dessiné en haut à droite une cavité creusée dans le mur antique que vous voyez et qu'ils interprétaient à l'époque comme un carcère, c'est-à-dire une pièce qui abritait les fauves. En tout cas, vous voyez déjà, ce monument était visible et on savait à quoi il correspondait. Bon, le terme de cirque a été employé, peut-être, ce n'était pas le bon, mais je pense que dans son esprit, il décrivait cirque, mais il pensait à un amphithéâtre. Voilà le monument avec la partie restituée, donc cette réalité augmentée. Vous avez au premier plan une partie de la façade avec ses deux niveaux d'arcade qui n'existait plus déjà en 1628, mais qu'il a tenu à restituer pour accompagner la perception du monument. Avec toujours donc ces cavités qui percent ce mur dont je vous reparlerai tout à l'heure et qu'ils interprétaient à l'époque comme des cavités antiques aménagées pour abriter les fauves avant les jeux. Entre le premier dessin de Anne de Ruhlmann et les véritables fouilles extensives qui ont débuté en 1990, il y a eu des interventions sur le site, il y a eu des sondages, dont encore une fois, ce ne sont pas les archéologues en 90 qui ont découvert ce site. Leur découverte, en fait, s'inscrit dans le fil d'une histoire archéologique qui a débuté très tôt, mais qui est ponctuée de sondages. Il y a des membres de la Société archéologique de Béziers qui ont travaillé à plusieurs reprises sur le site et qui ont permis au fur et à mesure de préciser son plan, de préciser sa datation. En 1990, la ville de Béziers a souhaité vraiment savoir quel était le potentiel de ce site, c'est le potentiel archéologique, mais aussi un potentiel patrimonial, et a financé des fouilles qui ont été donc prescrites, demandées par la ville, prescrites par le service régional de l'archéologie, et réalisées à l'époque par l'AFAN, l'Association pour les fouilles archéologiques nationales, qui est devenue l'INRAP en 2002 ou 2003. Je ne me rappelle plus de la date exacte. Dans les objectifs, je les ai déjà annoncés. Objectif immédiat de l'étude, préciser le plan du monument. On avait quand même eu une idée de la situation, des dimensions de ce monument, mais ça restait imprécis. Le dater. On se doutait bien qu'il était d'époque romaine, mais on voulait quand même savoir s'il était du 1er siècle, après, du 2e, du 3e. Donc il fallait apporter des arguments à cette datation. Et le but était également de prendre en compte dans l'étude le devenir du monument dans le Moyen-Âge. C'était important de ne pas
focaliser, de ne pas se cantonner dans l'étude du monument antique. On voyait par les élévations des maisons posées sur le site antique, comme je vous l'ai dit, qu'il y avait une urbanisation de la fin du Moyen-Âge, 13e, 14e, dont on se doutait bien qu'entre l'abandon de l'amphithéâtre, qui n'était pas encore daté, mais que l'on pensait être aux alentours de la fin de l'Antiquité, et l'urbanisation médiévale, hors les murs, hors l'enceinte, il s'était passé forcément des choses sur ce site. Et le cahier des charges rédigé par le service régional de l'archéologie aussi insistait bien sur ce point. Étudiez le monument, précisez son plan, datez-le, mais surtout faites attention à ce que l'on peut trouver au-dessus et qui peut nous éclairer sur l'occupation du Haut Moyen-Âge et du Moyen-Âge médian sur ce site. Nous avons réalisé entre 90 et 98 une série de sondages dans des rez-de-chaussée d'habitation, certains dans des caves. La principale fouille, vous l'avez devant vous, c'est une fouille qui a été réalisée dans un jardin. Si cette fouille a pu être aussi lancée en 1990, c'est aussi parce que depuis près de 20 ans, la ville de Béziers préemptait au fur et à mesure que des habitations et que des jardins étaient à vendre sur le site. Donc une fois que la ville a eu la maîtrise foncière quasi complète sur le site archéologique, elle a pu aussi lancer cette enquête. Donc c'est une fouille qui a été réalisée pour celle que vous voyez en 1998 et c'est celle qui a apporté le plus d'informations sur la chronologie du site. Aussi sur le plan, mais les autres sondages, aussi réduits ont-ils été, ont apporté pas mal d'infos sur la situation de la façade de l'amphithéâtre, la localisation du mur de podium, c'est-à-dire du mur qui sépare la cavea, occupée par les gradins, de l'arène. Donc ces petits points d'observation agrégés, se complétant les uns les autres, ont précisé la chronologie. Le plan, pardon. Mais la chronologie, c'est vraiment cette fouille qui l'a permise. Ce que vous voyez déjà, et c'est frappant sur cette image, c'est le dénivelé entre le sol actuel, le sol à 1998, et le sol de l'arène. Le niveau de fond de fouille, c'est à quelques centimètres près le niveau de sol de l'arène. Je reviendrai sur les vestiges qui occupent la partie gauche de l'image, mais je peux déjà vous dire que vous avez donc l'arène ici, les vestiges qui ne sont pas encore dégagés ici d'un collecteur qui courait sur une partie un peu périphérique de l'arène, les vestiges du mur de podium, donc ce mur qui sépare l'arène de la cavea, et cette série de murs rayonnants que vous avez ici, là, absents ici, mais que l'on retrouve là, qui sont des murs qui délimitent des compartiments, eux-mêmes couverts par des voûtes rampantes, c'est-à-dire des voûtes pentues, qui avaient pour charge, elles, de porter directement les gradins de la cavea. Voilà le plan à l'issue des dernières fouilles de 98. Vous retrouvez ici dans la grande fouille que je viens de vous commenter, et vous retrouvez ici par ces petits traits rouges, là, les éléments qui ont été mis au jour dans les différents sondages et qui permettent aujourd'hui, même en pointillé, de restituer l'emprise au sol de l'amphithéâtre, de localiser ici, je vous le montrerai sur d'autres vues, le grand couloir. On appelle ça un ambulacre, le grand couloir qui courait sur la cavea, les murs rayonnants qui occupent la partie haute de la cavea et les murs rayonnants qui occupent la partie basse, une petite pièce de service ici et les vestiges du mur de podium là qui matérialisent la limite de l'arène. La chronologie à l'issue de ces fouilles donc est à peu près bien cernée. La construction, et en fait, c'est une publication qui est en cours et certaines des datations sont encore provisoires. Le céramologue travaille encore dessus, mais on va dire on part pour arrêter la date de construction de l'amphithéâtre au début du IIe siècle de notre ère. L'abandon est relativement rapide, milieu ou seconde moitié du IIIe siècle. Il est matérialisé, cet abandon, par de très épaisses couches de déchets de mortier, des blocs, des fragments de moellons, des déchets, il n'y a pas d'autre terme, qui ont été laissés sur place lors de la récupération des pierres de parement, des petits moellons et des pierres de taille utilisées pour la construction. Et ce qui justifie cet exhaussement important entre le sol antique de l'arène et le sol actuel, c'est en partie cette couche due à l'épierrement du monument après son abandon dans le courant du Haut Moyen-Âge.
Je vous l'ai dit, l'un des chapitres du cahier des charges était de prendre également en compte le devenir du site dans le courant du haut et du bas Moyen-Âge. L'une des surprises, et des bonnes surprises, a été de mettre au jour contre ce mur courbe, que je vous remontrerai, a été de mettre au jour un atelier de potier mis en place dans le courant du XIIIe siècle, qui a fonctionné durant le XIVe et le XVe siècle, et peut-être, si l'on en croit des découvertes relativement récentes, effectuées non pas dans l'emprise de l'amphithéâtre, mais à l'extérieur, encore au XVIe siècle. Les longueurs qui sont issues donc de cette restitution, un grand axe de 108 mètres, bon, ce sont des mesures qui vont peut-être être revues, mais qui donnent déjà quand même une idée des dimensions. Donc, le grand axe ici, que vous avez là, donc de 108 mètres, le petit axe 88, le périmètre extérieur, c'est-à-dire la façade, 310 mètres, la largeur de la cavea entre la façade et le mur de podium, 23 mètres, les dimensions de l'arène, et une restitution du nombre de places qui est ancienne, je ne sais pas si elle est toujours valable, et que nous avions estimé à l'époque à près de 13 000 personnes. Là aussi, pour vous donner une idée, c'est la capacité des arènes actuelles de Béziers, des arènes circulaires qui datent de la fin du XIXe siècle. Des dimensions qui font donc de cet amphithéâtre l'un des plus petits de Gaulle. Peut-être pas l'avant-dernier, mais je crois l'antépénultième dans la liste des amphithéâtres. Hein, Jean-Claude, je te regarde. Alors, je fais vite, hein. Si cette partie de l'amphithéâtre avec ce mur courbe est conservée, vous voyez que ce mur est le plus long parmi ceux visibles sur le plan actuel. Ce mur courbe, en fait, il est bien conservé sur plus de 200 mètres, non, 100 mètres ou 150 mètres. C'est que ce mur, en fait, il est adossé à un versant naturel de la colline. L'une des caractéristiques de l'amphithéâtre de Béziers est d'être un amphithéâtre adossé, à la différence de l'amphithéâtre de Nîmes. Je le cite parce que c'est l'un des mieux conservés. Ça n'est pas un amphithéâtre dont vous pouviez faire le tour complètement en restant au même niveau. C'est un amphithéâtre en fait qui a été précédé d'une grande encoche taillée dans un versant, et l'on est venu, un peu comme on pourrait le faire pour un théâtre, et l'on est venu appuyer ce monument contre l'encoche qui venait d'être excavée. Quand on a épierré le monument à partir de la seconde moitié du IIIe siècle, on a pratiquement tout détruit, sinon tout détruit jusqu'à fleur de fondation, mais la maçonnerie antique qui était adossée contre le front de taille, en fait on l'a conservée, tout simplement parce que cette maçonnerie joue le rôle, et encore aujourd'hui, d'un mur de terrasse, de mur de soutènement pour la partie haute de la colline. Donc cet amphithéâtre, en fait, à la différence de celui de Narbonne, par exemple, a pu être partiellement conservé, non pas pour des raisons patrimoniales ou simplement pour des raisons d'opportunisme. On s'est dit on ne va pas détruire cette partie, sinon la partie haute de la colline risque de glisser. Voilà ce mur, une partie en tout cas de ce mur que vous avez ici, qui est ce mur de l'ambulacre, c'est-à-dire la galerie principale qui courait sur les gradins. Vous retrouvez le mur de podium et ces murs rayonnants qui portaient donc ces voûtes rampantes elles-mêmes sous-jacentes au gradin. Et je vous ai présenté ici une petite coupe très schématique avec en vert, c'est schématique, mais ça vous donne quand même une idée pour la restitution, la pente originelle de la colline, l'encoche qui a été taillée dans cette colline, sur près de la moitié de l'ellipse, le mur antique et cette grande galerie qui est venue contre la colline, et dont n'est conservé que le parement extérieur. Voilà. Si vous vous rendez sur place, vous arriverez sur le site et vous verrez ce grand mur courbe sur plusieurs dizaines de mètres qui est le mur adossé directement à la colline. Le reste a totalement disparu, à l'exception des quelques vestiges qui ont été protégés par les remblais consécutifs à l'épierrement. Je vous ai restitué ici à peu près le niveau de sol actuel et les vestiges que nous avons mis au jour en excavant le sol actuel, qui se trouve pour certains à pratiquement 4,50 m de profondeur. Pour la période médiévale, donc, des niveaux qui sont un peu plus hauts, là vous avez un niveau de sol, enfin, à quelques centimètres près, il n'est pas conservé, mais on va dire que le niveau de sol était là. On est dans la grande galerie avec ce mur courbe, construit en petit appareil. Vous êtes environ 1,50 m au-dessus du sol antique de cette grande galerie, et en
en creusant avec une pelle mécanique, en creusant pour atteindre les maçonneries antiques, on a mis au jour ce four, qui est l'un des fours qui témoigne de la réoccupation des ruines à l'époque médiévale. Vous avez la chambre de chauffe d'un four de potier, et vous avez ici, encore muré, une porte. En fait, vous vous rappelez la coupe, ce mur extérieur de la grande galerie, il est adossé contre ce front de taille qui a été excavé dans la pente, et les potiers, au Moyen-Âge, ont percé le mur antique, ont aménagé donc des portes. En perçant ce mur qui fait 1 mètre d'épaisseur, ils ont accédé au terrain naturel qui se trouvait derrière le mur. Et en accédant une fois au contact de ce substrat géologique, de ces marnes miocènes, ils ont aménagé des salles troglodytiques, en fait, qui sont des salles qui leur permettaient de travailler, qui abritaient certaines étapes de la chaîne opératoire des potiers. Ça n'est pas réservé au site de Béziers. On sait que les potiers, quand ils en avaient la possibilité, avaient cette volonté d'aménager souvent des salles troglodytiques pour des raisons de température qui leur permettaient de travailler notamment la céramique. Voilà, j'ai fait vite. Donc, vous avez une vue à droite du site actuel tel que vous le verrez si vous vous rendez sur place et que vous reconnaîtrez tout à l'heure sur la réalité augmentée. Donc, vous voyez la fouille en cours, le grand mur de la galerie, de l'ambulacre, avec la demi-voûte derrière le terrain naturel. Voilà, vous reconnaissez. Et vous retrouvez ici, et vous le voyez également sur la vue actuelle, ces maisons d'origine médiévale qui sont venus se poser sur les vestiges de la maçonnerie romaine et qui, en respectant donc cette maçonnerie, là aussi, parce que c'était une bonne opportunité pour asseoir les maçonneries, les fondations de leur maison, donc prolongent la courbe de l'amphithéâtre antique. Et autant cette galerie, vous pouvez y accéder à l'air libre aujourd'hui, autant si vous accédez au rez-de-chaussée de toutes ces maisons, vous suivez encore sur une bonne partie de l'ellipse la maçonnerie d'époque romaine. Voilà. Bien. Mon collègue va m'aider. On va le comparer à celui-ci, et j'avais déjà eu l'occasion de les étudier, de faire une synthèse dans la thèse. Donc il y a déjà... Ah pardon, le micro m'échappe. On a donc connaissance d'un très grand nombre d'amphithéâtres. On en connaît à peu près 200. Ils ne sont pas tous d'un état de conservation formidable, mais enfin on en connaît une bonne série de très bien conservés qui peuvent être comparés à celui-ci. Par conséquent, ce qui nous manque se voit mieux ailleurs. Il s'agit de réfléchir sur les indices archéologiques. Alors l'indice impose sa loi, ce sont les vestiges découverts. L'indice, on est obligé de le respecter. Et si on émet des hypothèses, il faut qu'elles soient conformes aux indices. Mais ce qui nous manque, on peut essayer de s'en redonner une idée en connaissant les monuments semblables et mieux conservés que lui. Alors on va voir par quel processus, par quel raisonnement, donc on va passer de l'état brut de la découverte et des relevés à une proposition de restitution. Alors voilà le plan donc, que Olivier Genouvès vous a présenté tout à l'heure, à partir duquel on va essayer de restituer, de compléter ce qui peut manquer. Alors d'après ces dimensions, immédiatement cet amphithéâtre, si on le met dans la liste de tous les amphithéâtres connus, il va être plus petit qu'Arles et Nîmes et un peu plus grand que Fréjus. Des amphithéâtres beaucoup mieux conservés que lui, mais qui donnent des idées quant à la disposition. On voit aussi, Olivier vous l'a dit, c'est un amphithéâtre adossé à une pente. Donc il y en a quelques-uns connus, il y a Fréjus, il y a Poitiers, des différents amphithéâtres adossés à des pentes qui peuvent aussi nous donner une idée de ce que pouvait être celui-ci.
Et puis la structure aussi parle, hein. C'est une structure à mur rayonnant qui, quand on fait l'étude typologique des amphithéâtres, on appelle ça la structure creuse, c'est-à-dire la structure à l'intérieur de laquelle on peut placer les circulations, hein, et les galeries, les escaliers, tout le système donc, qui permet de distribuer toutes les parties de la cavea de façon régulière. Donc il appartient à une famille qui est connue. Alors en s'appuyant sur tout cela, on va analyser les caractéristiques du plan, on va essayer de le restituer en tirant parti d'une règle qui est celle du tracé. On va voir que ces grands amphithéâtres, j'en ai étudié beaucoup, dont Elgem, hein, qui est très bien conservé, on s'aperçoit qu'ils sont toujours conçus à partir d'un tracé. Un tracé très rigoureux, on va voir ce qu'il est et pourquoi il nous donne la clé de la restitution. Donc on va aller plus loin, donc la vue suivante. Voilà les grands à qui on peut le comparer, bien qu'ils soient un peu plus petits, c'est Arles, qu'on a ici sous les yeux, avec son vélum, avec tout son public. C'est Nîmes, qu'on va voir aussi, qui sont plus grands, mais enfin pas plus grands d'une manière extraordinaire. Très bien conservé, c'est le mieux conservé des amphithéâtres du monde, hein, puisqu'il est conservé jusqu'en haut, en particulier pour la restitution des façades. Il nous donne tous les détails qui peuvent manquer par ailleurs. Les mieux conservés, c'est Nîmes, le Colisée de Rome, Pouzol qui n'est pas conservé jusqu'en haut, mais Nîmes, bon, c'est l'idéal. C'est l'exemple idéal pour nous. Vue suivante. Alors, très intéressant, Fréjus, qui est un petit peu plus petit, mais qui est adossé à une pente. Donc, on le voit ici. C'est une publication qu'on avait fait il y a quelque temps avec les archéologues donc, de Fréjus. Donc, lui nous donne aussi des idées sur le fonctionnement interne de la galerie, la tribune, tout ceci est visible sur cet exemple-là. Vue suivante. Une autre vue donc, de Fréjus. Excusez-moi, le précédent était Poitiers, celui-là est Fréjus. Bon, celui-là est Fréjus. Voilà, alors tracé d'un amphithéâtre. Celui-là, je l'ai relevé, j'ai vécu 3 ans à El Djem, en Tunisie, donc je le connais par cœur. Donc on l'a étudié, relevé. Bon. Voilà le plan et voilà le tracé. On s'aperçoit que les axes des murs rayonnants correspondent à des centres. Vous voyez ces centres hein, en noir. Et on s'aperçoit que le tracé n'est pas une véritable ellipse, mais qu'on imite le tracé d'une ellipse en faisant 4 secteurs circulaires raccordés. Pourquoi on fait ça? Parce qu'il est impossible de faire des ellipses concentriques. Si vous tracez avec la méthode du jardinier au cordeau le mur du podium, tout va bien. Mais si vous voulez tracer la façade ou tout le reste, par la suite, votre ellipse est de plus en plus circulaire. Et c'est impossible à construire, ni à calculer. Alors l'astuce, c'était de faire des pseudo-ellipses à l'aide de 4 arcs de cercle raccordés. Alors le tracé, c'est en bas, en haut, on voit bon, tout le système, le tracé des murs rayonnants, et en bas, on voit les clés du tracé. On voit les 4 centres, hein, à partir desquels on va tracer les cercles. Les cercles il y a la clé, la magique, la clé rouge. Voilà. Voilà, pour essayer d'être plus clair. Non, non, il faut remettre, voilà ça. Oui, mais comment marche cette merveille? Le dernier. Voilà. Excusez-moi. Là? Ouais, c'est plus bas. Voilà, donc ici, de ce centre-là, je peux tracer cet arc de cercle. De celui-là, celui-là. De celui-là, celui-là. De ce centre-là, celui-là. Et ça se raccorde sur des lignes hein, de droite de raccordement qui, comme par hasard, correspondent à un axe de l'amphithéâtre. Si on regarde où sont les centres du tracé, dans cet exemple-là, ben, c'est les sommets de 4 triangles 3, 4, 5, dit Pythagore. Quel est l'intérêt? C'est que si vous les tracez au cordeau, vous avez 2 axes perpendiculaires. Et donc l'intérêt du tracé, c'est de pouvoir, sans recours à des appareils topographiques compliqués, avoir une figure géométrique qui vous permet de ne pas faire d'erreur en terrain plat. Alors évidemment, quand le terrain est en pente comme à Béziers, c'est un petit peu plus compliqué, mais on peut y arriver. Alors l'intérêt, c'est comme vous avez des cercles, vous pouvez tracer, excusez-moi, il y a un petit problème d'eau, terrible, problème technique. On vous parle de technique, donc il faut bien qu'il y ait des problèmes techniques. Donc si vous retrouvez le tracé d'un amphithéâtre, parce que tous en ont un, Arles, Nîmes, tous ceux que j'ai pu étudier, le Colisée de Rome, et ça, tous ont un tracé de base.
On ne peut pas s'en passer, parce que c'est non seulement un moyen de le construire, mais c'est un moyen de calculer les surfaces, parce que de l'ellipse, qui est une figure compliquée, on passe au cercle. En gros, ça correspond à un théâtre. Toute la construction de l'amphithéâtre se résume à celle du théâtre, qui était connu et plus ancien que lui. Donc pour concevoir, qu'est-ce que l'amphithéâtre d'original? Rien d'autre que l'arène de forme allongée elliptique. Tout le reste, c'est l'architecture du théâtre qui a été reprise carrément et adaptée à cet édifice-là. Alors la restitution, c'est avant tout trouver le tracé. Donc allons-y, avec le plan de l'amphithéâtre de... Vas-y, voilà, on va tracer. Comment on s'y prend? Ben, puisqu'on sait qu'on a un arc de cercle ici, un arc de cercle ici, il faut tracer couper, hein, faire tronquer, enfin une ligne droite, et chercher la médiatrice, et ça va vous conduire vers les centres du tracé. Voilà, donc je prends la médiatrice, hein, des arcs, et donc je vais trouver les centres du tracé, voilà, à partir desquels je passe à un système circulaire. Donc j'ai plus à m'enquiquiner avec les ellipses, hein. Le problème de l'ellipse a été évacué par l'astuce du tracé, et qui est un tracé technique, hein, parce que des fois, beaucoup de gens se lancent dans une affaire ésotérique avec les tracés, etc. Là, il est technique, parce que soit c'est la famille 3, 4, 5, comme on vient de voir, soit c'est la famille de 2 triangles équilatéraux juxtaposés, qui est le tracé de la médiatrice que tout le monde a fait à l'école, hein, primaire. Voilà, le tracé de la médiatrice, ça donne 2 triangles équilatéraux juxtaposés. Donc on a des familles de tracés qui ne sont pas très nombreuses, et on arrive assez rapidement à avoir les clés du mystère. Alors, puisqu'on a le tracé, on peut y aller. On peut restituer donc les murs rayonnants qui manquent. En s'appuyant sur ceux qui sont connus, on a l'anthrax, des travées de façade, c'est 5,50 m pour l'amphithéâtre de Béziers. Et donc, on est capable de restituer donc, sur l'ensemble de la périphérie le nombre de travées qu'il peut y avoir. Alors, c'est intéressant d'avoir le nombre de travées, parce qu'à partir du moment où on a un plan complet, on va pouvoir réfléchir au fonctionnement intérieur. Allons-y. Non, ça ne veut pas avancer? Non, c'est là, c'est là. Là. Non? Non? Ça ne marche plus? Ça n'avance pas. Alors, il faut réfléchir. Alors, ça, c'est une gymnastique qu'il faut avoir dans l'esprit, mais en tant qu'architecte, on l'a. C'est d'être capable de réfléchir à la fois en plan et en coupe, et en élévation. Parce que comme on veut essayer de maîtriser des volumes, le plan ne suffit pas, la coupe ne suffit pas, donc il faut savoir raisonner avec ces 3 figures-là à la fois dans l'espace. Donc la seule chose qu'on ait pour nous appuyer, bon, bien sûr tout cela est à peu près connu comme position, c'est aussi cet ambulacre qu'on vous a montré tout à l'heure. Lui, il existe, donc pas de problème. On sait qu'il n'y a aucune ouverture là-dedans, à part les potiers du Moyen-Âge. Il n'y a pas d'ouverture antique ici. Donc il faut arriver à desservir. Ça sert à desservir ce qui est plus bas. Et ce qui est plus haut est desservi par des escaliers, un système qui passe au-dessus. Voilà, ça au moins on le sait. Et donc tout le reste se déduit de l'étude comparative avec d'autres amphithéâtres. Ce qu'on a aussi dans cet amphithéâtre, qui est d'assez grande dimension, bien que plus petit qu'Arloni, mais il est quand même respectable. Il est plus grand que Fréjus, et il avait très probablement une galerie périphérique, donc que l'on aperçoit ici. Alors comme on a une très grande différence de niveau, on s'aperçoit qu'ici on n'aura qu'un seul niveau d'arcade et un étage d'attique, alors qu'on en aura 2 de l'autre côté. C'est comme ceci que l'on va fonctionner. Ici on dessert carrément un niveau. Voilà. Et de l'autre côté, on aura la coupe suivante. On aura ce cas de figure, donc un peu plus compliqué, avec 2 niveaux d'arcade et une distribution conforme aux indices que l'on a, conforme aux dimensions générales de l'édifice que l'on a, et avec un rythme d'un escalier qui monte toutes les 2 travées. Une, il n'y a rien, il y a un escalier qui monte, donc c'est le système Arlénime. On le voit très très souvent, le système le plus courant. Alors une fois que vous avez lancé ce système, une travée sur 2 on monte, on arrive à une galerie intermédiaire ici, on distribue le reste. En amphithéâtre, c'est précis comme une horloge. Donc quand vous allez raisonner, c'est où vous trouvez la solution, ça fonctionne impeccablement, ou s'il y a quelque chose qui ne marche pas, vous le voyez, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à vous raccorder ou vous n'arrivez pas à distribuer. Donc c'est très 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 précis. Alors pour la KVA, en général la pente est de l'ordre de 30 degrés. En général les gradins on n'en a pas retrouvé ici, mais en gros ça va être 50 cm de hauteur en moyenne.
65 à peu près centimètres de largeur, puisqu'il faut à la fois celle des fesses que l'on pose et celle des pieds que l'on met par devant. Donc ce sont des dimensions moyennes. Si on les applique, on arrive à déterminer au gradin près, hein, le nombre de gradins de la cavea. On pense que comme à Nîmes, on s'arrête sur un mur et non pas sur une grande galerie périphérique comme au Colisée de Rome ou dans les plus grands amphithéâtres dont les dimensions sont considérables et qui possédaient une galerie supérieure. Là, on pense que non. On est plus petit qu'à Nîmes, il n'y a pas de raison d'imaginer une galerie qui marcherait très mal de toute façon si on cherchait à l'organiser. Donc on arrive à ce principe-là, à cette solution-là, et à deux coupes qui correspondent, qui fonctionnent l'une en rapport avec l'autre. Alors c'est pareil en plan, on a raisonné en coupe, on a raisonné en plan de la même manière. Là vous voyez les escaliers, une travée sur deux qui montent, et à chaque fois on sait à quelle hauteur on arrive, on sait ce que l'on peut distribuer, et on monte. Alors la distribution, elle est faite pour distribuer ce qu'on appelle les cunei. Bon, on vous a dit tout ça s'appelle la cavea, l'ensemble des gradins. Ça se décompose en maïniana, c'est-à-dire en tronçons horizontaux successifs, qu'on appelle, bon, il y a le podium tout de suite, mais après lima, la media, la summa, cavea. C'est-à-dire la petite, la médiane, la supérieure. Ça se divise généralement en trois parties. Et donc, il faut distribuer d'abord ces trois parties, mais ensuite, il faut les découper en secteurs qu'on appelle les cunei. Ça vient du mot clou, d'après leur forme, hein. La moyenne, c'est 400 places, 450 places, en gros. Hein. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas des heures et des heures pour remplir un amphithéâtre. Il est divisé par tronçon, il est divisé par portions verticales comme un immeuble, hein, avec ses escaliers de distribution, et donc il se vide et il se remplit très rapidement. Parce qu'on ne rentre pas n'importe où. Quand on a la tessera qu'on a reçue pour aller au jeu, on a l'entrée par laquelle il faut pénétrer dans l'amphithéâtre, et donc ce n'est pas l'anarchie, hein, c'est au contraire très organisé dès le départ. Donc on arrive très vite à sa place et on part très vite. Il se remplit et se vide très vite. Donc toutes ces lois-là, on est obligé de les respecter dans la restitution. Et au fur et à mesure, on monte. Donc il faut des vomitoires qui distribuent tout ça, qui soient bien placés. Et c'est dans la mesure où tout cela fonctionne qu'on a une chance d'avoir cerné la restitution. Parce que c'est un raisonnement déductif, en fait, hein. On respecte des lois qui sont connues dans d'autres, on les applique, et il faut que l'ensemble fonctionne, dans le moindre détail. Alors en avant, donc après il faut passer à la façade, essayer de donner un aspect à la façade. On ne l'a pas retrouvé à Béziers, donc on s'est inspiré de Nîmes, faute de mieux, Nîmes ou Arles, hein, bon, c'est ce qu'on a à se mettre sous la main. Bon, disons que c'est une façade de ce style-là, de cet aspect-là. Donc c'est la façade du côté le plus bas, hein, du terrain, où on a les deux niveaux d'arcade et l'attique. Alors on arrive tout à fait en haut de l'amphithéâtre, on s'inspire de Nîmes, puisque c'est le seul qui nous donne les détails du haut. Et puis il nous reste encore après à peaufiner en pensant au fonctionnement du vélum, ce fameux système de voile que l'on pouvait lancer pour abriter le public du soleil. Il faut y réfléchir beaucoup, parce que ça semble très facile à faire. Non, c'est très compliqué, parce qu'il faut bien sûr dresser les mâts, mais ensuite il faut lancer les voiles. Il faut lancer les voiles de telle manière qu'on puisse suivre quand même le soleil, qu'on les lance au moment important, qu'elles ne soient pas trop compliquées à manipuler. C'est comme des voiles de bateau, hein. Et donc il faut étudier le système avec lequel on va les manipuler, les dimensions de tout cela pour que les hommes puissent effectivement être au travail et que tout ça soit à l'échelle. La restitution du vélum, c'est la restitution de quelque chose qui doit pouvoir fonctionner. Donc c'est intéressant à faire, et c'est toujours intéressant quand on pousse au maximum, hein, au niveau du détail. Parce que c'est là où on voit, on élimine les hypothèses qui ne marchent pas. Donc voilà, on a ce principe de la voile qui va se lancer là, avec des cordages de rappel, hein, comme sur un bateau. Comme elle est de forme trapézoïdale, on voit bien que là, elle va pendre comme ça, hein. Elle va être très tendue ici, moins ici, mais enfin c'est comme ça que ça pouvait fonctionner. Et donc, quand on va la replier, on va la tirer comme ça. Elle ne se déchire pas, puisque, vous voyez, ce qui est courbe là va finir très raide par se tasser en haut. Et bon, on l'a fait fonctionner. On sait qu'en tout cas, ce système-là pourrait marcher. Alors, mystère est complet. Un amphithéâtre de cette importance pourrait avoir un sous-sol. Pourrait. Simplement, on n'a pas pu le fouiller là. Il n'y a pas eu l'occasion de le faire. Et on ne peut pas l'imaginer ni le restituer, parce que voilà l'exemple ici de Capoue, un des plus grands amphithéâtres du monde, le plus grand après le Colisée de Rome. Là, le sous-sol occupe
toute la superficie de l'arène et encore un peu plus. Mais ce n'est pas le cas de tous les amphithéâtres. Parfois, c'est l'autre, on va voir, Italica, très grand amphithéâtre aussi en Espagne. Voilà, il y a une simple fosse centrale et 2 galeries. Et c'est la même chose à Poula, et c'est la même chose dans beaucoup d'autres exemples. Donc on ne peut pas deviner à quoi ressemblerait le sous-sol. Comme on ne l'a pas fouillé, on ne fait rien, on ne peut pas le restituer. Seule une fouille pourrait nous dire d'abord s'il a existé. Il y a des chances qu'il ait existé compte tenu des dimensions du monument. Mais voilà, ça restera quelque chose à découvrir. Et puis pour finir, on ne va quand même pas oublier qu'on est voilà, à Narbonne. Vas-y, non? Il ne marche pas? C'est là. Non? Tu connais le mystère. Voilà, alors voilà, ça c'est l'amphithéâtre de Narbonne. On en a assez, en appliquant la méthode habituelle, on en aurait assez pour sortir quelque chose, pour lui donner un peu d'allure, en retrouvant le tracé. Alors là, c'est un dessin évidemment ancien, d'archives, mais qui est suffisamment éloquent pour permettre de démarrer le raisonnement et d'essayer de lui redonner un jour un visage, mais le travail reste à faire. Donc peut-être, et l'année prochaine, on essaiera de présenter de la même manière avec un exercice de réflexion, de représenter l'aspect que pouvait avoir ce monument, donc qui a à peu près les mêmes dimensions que celui de Béziers, mais qui est sur terrain plat, beaucoup plus plat qu'à Béziers. Alors, ayant donc réussi à faire tous les dessins de base qui servent à la restitution, donc à la modélisation, à la réalisation d'une maquette, cette maquette, on ne l'a pas réalisée en dur, en plâtre, on aurait pu, en bois ou en plastique, mais elle a été faite donc à l'ordinateur. Donc je vais passer la parole maintenant à notre collègue troisième intervenant qui vous expliquera pourquoi elle a été faite et comment elle a été faite et surtout à quoi elle est destinée. Merci. Merci. Super. Oui, donc bonsoir à toutes et à tous. Je me présente Laurent Vassallo, je suis le président de l'association Les Amis du Bréviaire d'Amour. Alors juste l'association Les Amis du Bréviaire d'Amour, c'est qu'à Béziers, il y a un ouvrage du XIIIe siècle qui s'appelle Le Bréviaire d'Amour, qui a été écrit par un juriste troubadour, Mafrère Mengo. Et l'association est née en 2011 pour promouvoir cet ouvrage, puisque faire connaître ce monument de la littérature occitane médiévale, dont il reste aujourd'hui 24 exemplaires, dont 12 complets. Voilà, ça c'était la parenthèse pour vous dire pourquoi l'association Les Amis du Bréviaire d'Amour. Ce soir c'est moi qui parle, mais ça devait être en fait mon épouse, Peggy Albert Vassallo, qui est à l'origine en fait de la rencontre entre Olivier, Jean-Claude, Marc, Élodie, puisque, alors ce soir en fait elle est à Calais, puisqu'elle est à l'Assemblée Générale des Pays d'Art et d'Histoire, donc elle est vraiment navrée de ne pas être avec nous. Parce que voilà, l'histoire, alors elle, à l'époque, en 2013, quand on a lancé le projet, elle était conservatrice du musée du Biterrois, et aujourd'hui elle est en charge donc justement du label Ville d'Art et d'Histoire pour la ville de Béziers. Alors, justement, la genèse de ce projet, c'est la rencontre, j'allais dire, d'historiens archéologues et de personnes dans le numérique. C'était au cours d'une réunion organisée par la région, les régions Languedoc-Roussillon à l'époque à Montpellier, où justement la DRAC voulait faire découvrir aux gens des musées tout ce qu'on pouvait faire aujourd'hui dans le numérique. Et donc l'idée a germé en disant mais nous on a un lieu d'opération idéal pour une reconstitution. Ce sont les arènes romaines de Béziers qui aujourd'hui, alors là effectivement c'est pas les arènes de Béziers, on aimerait que ce soit ça, mais non, ça c'est celle de Nîmes. Donc voilà, c'est ce qu'on vous a montré, il en reste que ça. Alors c'est sûr qu'en termes de médiation culturelle, on est un peu déçus. Surtout que, puisque ça fait un an qu'on est sur le site, moi j'ai des gens qui viennent, alors qui passent, d'ailleurs que ça ne veut pas encore qu'il y a la réalité augmentée, mais qui nous disent où sont les arènes romaines de Béziers. Alors ils viennent parfois de très loin parce que c'est marqué sur TripAdvisor, etc., ou sur les guides. Et en fait ils se retrouvent face à des ruines
enfin, vestige pour être poli. Et c'est vrai que en termes, donc, je disais, de médiation culturelle, c'est pas l'idéal. Alors je dis ça pour les touristes, mais aussi pour les Biterrois, puisque en fait les Biterrois redécouvrent leurs arènes romaines, puisque en plus Béziers est une ville où il y a eu 5 arènes chronologiquement, hein, puisqu'il y a eu l'arène romaine, et puis à partir du 19e, en 1860 ou 50 par là, il y a eu la première arène montée pour la première, alors c'était pas corrida à l'époque, c'était pour la Sainte Aphrodise, aux arènes nouvelles de Castelbon de Bozost, qui étaient d'ailleurs au départ des arènes plutôt lyriques et un peu tauromachiques. Voilà, donc ça permet, voilà, l'objectif était un objectif à la fois scientifique et culturel pour que les gens se réapproprient. Alors je dis les Biterrois, mais aussi les gens du quartier. Parce que ce qu'il faut préciser, on est ici dans un quartier populaire qui est aujourd'hui ciblé politique de la ville en termes de quartier prioritaire d'intérêt national, où il y a ce qu'on appelle une mixité sociale. Donc c'est-à-dire quelque part, le travail de l'association aussi, c'est une réappropriation touristique, sociale, environnementale du site, pour pas le laisser à l'abandon. Hein. Aujourd'hui, il est ouvert. Alors, il était ouvert que l'été. Aujourd'hui, il sera ouvert aussi l'hiver. Mais l'idée, voilà, c'est d'animer ce site. Alors, ce qu'il faut dire au départ, voilà, donc une fois que mon épouse a vu qu'on pouvait faire ça, on a rencontré Passé Simple à Narbonne. Et on s'est dit voilà comment on pourrait travailler ensemble, et on a rencontré une société qui était présente à Montpellier, qui s'appelle Asoria, qui est dans le serious game. Vous savez, le serious game, c'est les jeux vidéo entre autres, mais dit sérieux, voilà. Et de là on a répondu en fait à un appel à projet en 2013-2014 européen, porté par la région, donc Languedoc-Roussillon et Occitanie par la suite. L'objectif étant de faire financer l'opération, puisque on est parti sur un chiffrage au départ de 200 000 euros, ce qui n'est pas rien. Alors il a fallu trouver le bon modèle qui devait porter le projet. Bon, alors, voilà, il a fallu trouver le bon opérateur qui puisse correspondre aux critères à la fois du FEDER, de la région, etc. Donc, celui qui a porté, d'ailleurs techniquement et juridiquement, c'est la société Asoria, qui a déposé, le devis, et puis derrière des opérateurs, archéologues, historiens, infographistes, scénaristes, qui eux ont travaillé aussi donc au projet. Alors, et ce qui a été financé en fait, c'est pas les arènes de Béziers, c'est en fait une nouveauté technologique qui est qu'aujourd'hui, quand vous vous déplacez avec la tablette, je vais vous montrer, en fait elle se déclenche toute seule, c'est-à-dire elle vous repère en GPS et vous voyez les différentes animations, les 4 animations. Je vais vous montrer alors là en diapo, mais après la séance, je pourrais vous les montrer pour ceux qui le souhaitent sur la tablette. Voilà, ça c'est en fait l'Europe a financé une innovation technologique. Elle n'a pas forcément financé un travail archéologique. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réuni une équipe scientifique, donc avec Jean-Claude, avec Olivier, avec donc mon épouse Marc, Elodie, 2 infographistes, et donc on a travaillé ce qui a été présenté de la fouille à la réalité augmentée. Et l'idée, alors ça a pris quand même 2 ans de travail. 2 ans, parce que, alors aussi, la difficulté quand vous avez un projet européen, c'est que c'est vous qui avancez les sous, et on vous paye une fois que c'est fini. Alors un projet de 200 000 euros, alors pourquoi c'est l'association qui a été un peu le commanditaire? Parce que nous, notre association est reconnue d'utilité publique, ce qui a permis de lancer une opération de mécénat. Alors d'ailleurs, on est toujours à la recherche d'argent parce qu'il faut qu'on finisse de payer quelques dernières factures. Et nous, l'association s'était engagée à porter 20 000 euros sur la somme après, en complément de la subvention. Voilà, c'est pour ça que nous sommes aussi l'opérateur. Alors, ce qui nous intéressait aussi, c'est que nous avions déjà travaillé sur le numérique, puisque je vous parlais tout à l'heure du Bréviaire d'amour. Nous avions fait numériser en 2011 avec le CIRDOC
qui est le centre de documentation occitane à Béziers, le Bréviaire d'amour. Donc c'est vrai que le côté numérique et la médiation numérique nous intéressent parce que pour nous, c'est une ouverture aujourd'hui sur la jeunesse notamment. Dans ma vie professionnelle, moi j'enseigne à l'université. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont la tablette, l'iPhone, etc. D'ailleurs, ils écoutent plus l'iPhone à la tablette que le prof qui fait son cours. Mais voilà, donc on est sur des outils numériques qui sont des outils intéressants pour justement faire passer des connaissances. Alors, je rentre un peu dans le vif du sujet. Bon voilà, donc ça c'est des photos écran de la tablette. On a créé un petit personnage là, on appelait Biterus. Voilà, il fallait bien lui trouver un nom. Voilà. Alors après on mettra, on appellera, après on trouvera pour une fille, etc. Voilà, on peut. Donc voilà, la tablette en fait c'est ça. Parce qu'il a fallu après trouver un modèle économique. C'est-à-dire que bon, on a eu l'argent, etc. Mais comment on le loue, puisque aujourd'hui cette tablette en fait elle est en location à l'Office du tourisme, mais aussi à côté des arènes, puisque on a investi à Béziers dans une, enfin on a investi, on est colocataire dans une maison qui vient de se créer, qui est justement sur les projets innovants, qui est juste à côté des arènes, et où on va louer cette tablette à partir du mois d'octobre. Alors, je dis louer, c'est 8 €. Ouais. En fait, l'idée, c'est de payer l'assurance et tout ça. Mais à 8 €, vous pouvez vous balader à 4 ou 5, faire le tour des arènes, sachant que le parcours, grosso modo, dure si vous marchez vite, enfin, si vous faites ça, pas de course, parce que vous avez d'autres choses à faire, ça peut durer 20 minutes. Nous, on l'a refait cet après-midi avec Jean-Claude et Olivier, où ça peut durer 3/4 d'heure, voire 1 heure, parce que vous rentrez dans les détails, etc. Donc, l'idée de l'application, voilà, elle commence comme ça. Elle présente, voilà, on vous dit que vous allez vivre une expérience formidable. Ensuite, voilà, le personnage vous présente. Alors, on a mis la région Occitanie puisque ils ont payé, donc c'est normal. Hein, il faut. Donc voilà, on a situé les villes romaines. Hein, alors romaines non, Montpellier pas romain. Mais voilà, on a essayé de situer pour le visiteur et pour celui qui vient un peu de loin et qui ne connaît pas la géographie locale. Donc ensuite, l'écran change. Là, on voit ce que nous a montré Olivier tout à l'heure, ce qu'aurait été un peu la ville romaine, son extension. Alors les points d'exclamation, en fait, quand vous appuyez dessus, vous avez les explications. C'est-à-dire qu'on vous présente Béziers, la voie d'Omicia. En jaune, c'est le fleuve Orbe et le Lirou à côté. Donc on explique, voilà. Alors l'idée, c'était d'être très didactique, d'expliquer, parce que notre objectif, c'est à la fois de toucher, je vous dis, le public bitérois, le touriste, mais aussi les écoles. Et on a testé ça auprès des écoles. On a eu d'ailleurs une petite subvention dans le cadre du contrat de ville, c'est pour ça que je vous parlais du quartier prioritaire de la part de l'État, pour faire découvrir aux écoles. Et en fait, ça marche super bien. Alors, on avait embauché 2 animatrices qui, en plus, ont fait un jeu, c'est-à-dire elles ont caché des petites lampes à huile dans l'amphithéâtre, des petits légionnaires romains. Voilà. Et alors, bon, les profs aussi, en fait, les instituteurs ont aussi adoré parce que, quelque part, ils traitaient en 1 heure la période romaine et en montrant que la période romaine, c'est pas que Rome, c'est toute la Méditerranée. Voilà. Donc, voilà. Donc après, il y a le parcours. Alors ça, c'est le parcours. Je vous montre, c'est le parcours qui démarrait de l'Office du tourisme. Donc qui est en haut, qui est, si vous connaissez Béziers, en face de l'hôtel de ville. Donc là, les gens allaient retirer la tablette. Et puis, donc vous êtes guidé. Vous voyez les petits points rouges là. Et puis c'est la tablette qui vous dit, vous prenez à droite, rue de l'Angèle, et vous arrivez donc à la place Saint-Cyr. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué tout à l'heure, la place Saint-Cyr, c'est celle qui est devant l'amphithéâtre. Et là, voilà, vous avez un petit film qui apparaît et qui vous montre l'amphithéâtre, ce qu'aurait été l'amphithéâtre de Béziers. Donc vous voyez, on reprend ce qu'a expliqué Jean-Claude, les vélums, les arcades, etc. On voit la colline, puisque les arènes étaient adossées à la colline. Voilà. Donc, sachant que pour nous aussi, on est quand même sur une version 1. Version 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une version qui vous présente l'amphithéâtre. Alors, il y a, vous voyez, au milieu, en fait, c'est des gladiateurs que l'on voit.
En fait, dans le film, hop, c'est une sorte de, si vous voulez, c'est comme si on avait un drone, hop, qui va vers les gladiateurs et on voit les gladiateurs de haut. Bon, l'idée c'est quoi? C'est justement de perfectionner petit à petit cette application pour justement mettre peut-être du public, pour montrer comment les gens étaient habillés à l'époque romaine. On va la perfectionner. Hein. L'idée, c'est voilà, c'est vraiment une version 1, mais qu'il faut perfectionner petit à petit pour aussi s'adapter au public qui veut le découvrir. C'est des enfants, c'est des adultes, si c'est des étrangers aussi, parce qu'aujourd'hui, la version n'est que française. Hein. Les textes ne sont qu'en français. Donc voilà, alors... Là, une fois que vous avez le petit film, alors là, vous voyez donc la reine de Béziers. Alors là, on vous dit, voilà, c'est la voie Domitia qui passe devant, ce qui est le cas, hein, puisque vous l'avez vu sur les cartes. Et puis les gens donc cliquent sur les boutons, les points d'exclamation, et chaque fois, on a une explication qui est donnée. Encore une fois, voilà, il faut calculer que l'explication ne soit pas trop longue, ne soit pas ennuyeuse. Voilà. Donc, une fois... Alors, oui, le dessin d'avant, c'est pas de la réalité augmentée. Là, par contre, on rentre dans la réalité augmentée. Alors, c'est-à-dire que quand vous faites le parcours, là, vous êtes, vous avez, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais vous avez deux endroits où on voit les arènes. Vous avez une sorte de podium actuel qui est en fait dans les gradins des arènes. Et là, vous avez la vue, c'est-à-dire que quand vous arrivez sur ce podium, qui est rue des Anciennes Arènes, à Béziers, mais vous rentrez, la tablette se déclenche et vous voyez ça. Et vous le tournez, bien sûr, à 360 degrés. C'est-à-dire que si vous retournez comme ça, vous êtes assis sur les gradins. Vous êtes sur les gradins. Et vous retournez, et là, vous voyez... Alors, la photo ne le rend pas, mais en fait, derrière, comme il y a une caméra sur la tablette, vous voyez les habitations actuelles. Donc, la réalité augmentée, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, on vous plonge, on vous montre le monument de l'époque dans la réalité actuelle. Voilà. C'est l'intérêt. Alors, ce qui permet pour le visiteur de se dire, voilà, quelle était la dimension, hein. On l'a vu ce matin. On a vu la dimension 17 mètres. Voilà, on voit grosso modo où ça arrivait 17 mètres. Donc, alors, voilà, pareil, vous cliquez sur les points d'exclamation, ce qui vous permet d'avoir chaque fois les explications. Voilà, donc ce que vous disiez, Jean-Claude, voilà, sur le nombre de rangs, de gradins, etc. Voilà. Donc tout ça, tout ça, c'est des images. Alors, c'est des images qui sont lourdes aussi. Alors, je parle un peu technique parce que si ça intéresse pour Narbonne, hein, on est partant pour travailler sur un projet. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des tables. Parce que les gens nous disent, est-ce qu'on peut le télécharger par le téléphone? Alors, aujourd'hui, non. Pourquoi? Parce que c'est assez lourd. C'est pour ça qu'on a des tablettes un peu chères, on va dire. C'est pour ça qu'on prend une caution aussi, parce qu'à 8 € la tablette, c'est pas cher. Hein. Enfin, vous voyez, ça, c'est des petits trucs qu'il a fallu travailler. Vous voyez, il a fallu faire un petit contrat de prêt. Il a fallu calculer un peu toute cette machinerie administrative et financière. Donc aujourd'hui c'est sur tablette et les tablettes sont en location. Demain on pourra imaginer elles pourraient être téléchargées. Alors après il faut trouver chaque fois le modèle économique parce que vous comprenez c'est des sous parce qu'il faut payer des intervenants, c'est du travail quoi. C'est pas ce qui est normal. Donc voilà, ça vous voyez c'est quand vous tournez la tablette voilà, là vous êtes assis sur les gradins. Alors là, par contre, donc ça c'est la deuxième, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait le haut, la tablette vous amène dans l'arène. Est-ce que vous avez vu en bas? Et là, donc ça c'est la vue d'en bas. C'est-à-dire que là, vous êtes dans l'arène avec le podium et vous voyez les rangs, quoi, avec derrière les vélums, quoi, les poteaux qui donnent les vélums, enfin les gradins, voilà, excusez-moi. Alors c'est vrai que aujourd'hui il reste 3 gradins mais bruts, hein, c'est-à-dire les pierres où l'on s'asseyait ont disparu. Donc c'est sûr qu'en voyant ça, vous comprenez comment était le monument. Voilà, pareil. Donc, vous voyez, et là, pareil, on continue à vous donner des informations sur la piste, la hauteur, etc., etc. Chaque fois, bien sûr, pris sur les données scientifiques et archéologiques qui ont été apportées.
de temps en temps une photo. Donc ça, c'est justement la KVA, c'est la galerie dont on parlait tout à l'heure, qui est aujourd'hui sous les maisons. Alors on peut les voir par la grille, mais là, l'idée c'était de la montrer. Vous voyez où on donne les dimensions en disant que c'est 5,60 m de haut, donc ça prouve aussi qu'il y a encore du remblai. On aurait pu aller plus profond, mais ça vous prouve que le monument était important. Et là, donc ça c'est la fin, où on vous montre ce que vous a montré aussi tout à l'heure Olivier, quelques photos sur les fouilles, avec l'explication comment ces arènes ont disparu au fil du temps, et jusqu'à la découverte, la redécouverte par les fouilles. Voilà, enfin, bon, le mieux c'est de venir voir. Hein. Voilà, c'est faire de la réalité augmentée sans y être, c'est plus de la réalité augmentée. Voilà. Enfin, bon, c'était un projet passionnant. Alors, encore une fois, nous, notre idée de l'association, c'est de faire connaître, parce que moi, ce qui m'a un peu étonné, c'est que quand aujourd'hui je vais revoir la région, je leur dis, vous savez que vous avez financé ça, ah bon, on a financé ça, vous voulez pas, alors pas nous refinancer, mais faire connaître au moins, parce que quel gâchis quelque part, quel gâchis si l'argent qui a été dépensé, l'argent du contribuable, et servons-nous-en, parce que c'est un formidable outil, je vous dis, aussi bien pour les écoles, pour les gens qui visitent, et même encore une fois pour les gens du quartier, ils voient les arènes et leur quartier un peu plus différemment, en disant mais ouais, les arènes, c'est pas là-haut le plateau de Valras, là, c'est chez nous, ça a commencé là, voilà. Voilà, écoutez, sinon alors oui, l'idée aujourd'hui, puisqu'on vous l'a dit, en fait on a découvert le théâtre antique de Béziers il y a 3 ans, lors des fouilles au Chaudronnier, qui est juste au-dessus, en fait, c'est entre les arènes actuelles, les arènes romaines plutôt, et l'hôtel de ville. Et notre idée aujourd'hui, c'est on va répondre à un appel à projet dans le cadre d'un financement de la Caisse des dépôts du ministère de la Culture, justement sur le numérique pour découvrir du patrimoine. Donc on y a travaillé cet après-midi un petit peu. Donc ce qui veut dire aussi, je pense que pour Narbonne, ça pourrait être le choix, parce que pour l'instant, il y a des grosses enveloppes. Mais après, il faut défendre le projet. C'est les enveloppes à Caisse des dépôts, hein, donc voilà. Mais notre idée aussi, alors c'est le travail qu'on fait avec Marc et Elodie, c'est d'essayer de travailler sur toute la voie domitienne, c'est-à-dire de Beaucaire au Pertus, parce qu'il y a des choses qui ont été faites, pas assez simples à réaliser. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est le trophée de Pompée au Pertus, hein, si vous l'avez vu. Bon, là aussi, on pourrait le faire avec la tablette, etc. Et c'est d'avoir un véritable parcours sur la voie Domitia qui permettrait, notamment aux jeunes générations, de se rapproprier tout ce patrimoine qui est aujourd'hui endormi. Voilà, enfin, il y a des projets. On est en train de créer une start-up aussi maintenant, parce que voilà, il faut se mettre à la page. Voilà. Merci de votre attention. Oui, alors il n'y a pas. Oui, on va prendre les questions. Oui. Je voulais savoir si vous avez prévu de mettre du son sur. Oui, effectivement, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de son. Et on a eu justement on a eu des personnes malvoyantes qui sont venues, alors bon, qui étaient intéressées, parce que en fait ce qui s'est passé, par exemple pour Région du patrimoine, on a accompagné les gens. C'est vrai que d'habitude normalement c'est en autonomie, mais là pendant 2 jours avec mon épouse, on a eu 250 personnes. D'ailleurs au bout d'un moment on partait à 3 à Place Saint-Cyr, on se retrouve à 50 parce que les gens, qu'est-ce que c'est, voilà. Mais oui, l'idée c'est d'avoir du son, voilà. Alors encore une fois c'est une question après de technique, hein, du poids de la mémoire, etc. Mais c'est l'idée, voilà, c'est d'avoir du son, même un peu de musique. Alors après, effectivement, il y aura du casque. Alors après, tout est envisageable. Demain, est-ce qu'on peut faire aussi de l'immersion, de la réalité virtuelle, voilà. En fait, l'idée, nous, c'est d'avoir des médias, encore une fois, qui fassent comprendre ce qu'était le passé. Voilà. Mais en se basant, ce que je dis, sur quand même des données scientifiques. C'est pas du jeu, voilà, c'est pas. Voilà. Mais c'est dans les projets. Oui. Oui. Vous voulez le micro ? Oui, pardon. Je voulais poser une question. Si je comprends bien, donc il y a des animations, des contenus
multimédia qui sont déclenchés sur l'écran de la tablette en fonction du lieu où on se trouve. Tout à fait. Alors ça veut dire qu'il y a une géolocalisation, Oui. il y a des capteurs, et Non. la tablette sait qu'elle est au bon endroit pour lancer tel ou tel truc. Tout à fait. Alors, effectivement, c'est de la géolocalisation par GPS. Voilà. C'est la nouvelle formule. Avant, c'est vrai qu'il y avait des capteurs. Alors, la difficulté du capteur, c'est est-ce qu'ils sont bien mis, il faut les surveiller, qu'ils ne s'abîment pas. Là, voilà, l'innovation qui avait été financée par l'Europe, on est sur de la géolocalisation. Ça veut dire qu'il y a un GPS intégré. Oui, voilà, tout à fait. La précision, l'ordre de Pff, on est, alors vous me posez une colle, mais c'est très précis. Parce que quelque part, ouais, enfin, on voit que le déclenchement, par rapport au dessin que nous a exposé Jean-Claude, on est vraiment allé peut-être à 2 mètres, quoi, 2-3 mètres. Ça fonctionne vraiment bien. Oui, oui, tester nous, les gens seuls, parce que ça c'était notre angoisse. Voilà. À l'Office du tourisme, bon, l'Office du tourisme, ils m'ont pas loué beaucoup de tablettes parce que, on va dire, c'était pas trop leur priorité. C'est pour ça qu'on reprend un peu le bébé pour le louer nous, enfin, s'en occuper nous, placer un cire. Mais sur la quinzaine de personnes qu'il a utilisées, chaque fois, il y a eu des retours en disant ah ouais, c'est super, ça a bien marché, etc. Oui. Oui, une question plus archéologique. Est-ce qu'à l'occasion des fouilles, il y a eu une recherche archéozoologique qui aurait pu permettre de comprendre s'il y avait des vénationnes, éventuellement d'animaux très exotiques, ou au contraire, est-ce que c'est déjà les taureaux camarguais qui avaient droit aux honneurs à l'époque? Non, non. Aucune étude archéozoologique n'a été entreprise, mais c'est vrai que nous avons trouvé dans certaines recharges, mais plutôt associées aux phases d'abandon, nous avons trouvé pas mal de faune. Mais cette faune-là n'a pas été étudiée. Il y a des chats actuellement dans l'amphithéâtre. Moi, je dis aux gens que ce sont les ancêtres des lions. Parfois, ça marche. Après, c'est vrai qu'en l'absence d'études et des résultats de ces études-là, on ne peut pas affirmer qu'il est impossible que des animaux tués lors des vénationes aient été jetés sur place, mais ça semble peu probable quand même. Je pense que tous les animaux qui étaient tués étaient forcément sortis de l'arène pour des raisons simplement compréhensibles. Mais parfois, on a trouvé des os assez volumineux qui, je pense, désormais sont des os de bœufs, et on ne sait plus à penser que ça pouvait être des os d'animaux, de fauves. Mais bon. Mais pour répondre à votre question, non. La publication est en cours, ça fait quelques années qu'elle est en cours, mais les efforts que nous consacrons à cette publication sont plutôt réservés à l'étude architecturale et à l'étude chronologique. Mais c'est vrai que ce mobilier phonique, j'allais dire, est à la disposition de... Pardon ? Oui, on peut répondre quelque chose parce que on connaît les spectacles donnés de façon précise. On sait qu'est-ce qui a été montré quant aux vénationes dans les amphithéâtres. Et ce qui donne beaucoup de précision, c'est l'étude des sous-sols. Là, on ne l'a pas. Mais pour l'amphithéâtre d'Elgem, où le sous-sol est intact, l'étude des dimensions du sous-sol, la restitution des cages des animaux et la restitution du fonctionnement général du sous-sol apprend beaucoup de choses. Alors, c'est un article que j'ai eu l'occasion de faire sur le fonctionnement du sous-sol d'Elgem. On s'aperçoit que le sous-sol, il est fait pour que l'amphithéâtre puisse fonctionner en continu. C'est-à-dire on charge les animaux dans des cages au sous-sol. Ils sont amenés au dernier moment, peu de temps avant le spectacle. On ne les fait pas ces journées au sous-sol, ça pose trop de problèmes. D'ailleurs, comme les taureaux, la corrida, on les amène un petit peu avant. Et puis donc, on va, quand c'est le spectacle donc, des vénationes, on va les faire sortir. Alors quand on réfléchit au fonctionnement, on comprend à peu près ce qui se passe parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Il faut, puisque ça va se dérouler le matin, généralement, il faut que vous commenciez le spectacle par les animaux les plus curieux à voir, par exemple. Ce qu'on n'a pas vu souvent, une autruche ou je ne sais pas quoi, un chameau, enfin un animal nouveau, enfin qui peut étonner. Il faut étonner le public et ne pas le lasser. Très bien. Donc on va voir ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on a intérêt à faire? Personne ne nous l'a décrit, mais on le déduit. Il faut que vous lâchiez les fauves pour que les fauves se jettent sur les animaux, sur les proies. Voilà ce qui va se passer, comme dans la nature. Donc on va voir les lions qui se jettent sur les antilopes, etc. Et puis à la fin, il n'y a qu'à la fin que vous avez intérêt à faire intervenir les vénationes, c'est-à-dire les chasseurs expérimentés, qui donnent un spectacle. C'est-à-dire ce n'est pas la tuerie. De même que le combat des gladiateurs n'est pas un combat désordonné, c'est régi par des règles.
pareil, il faut que le Venator il fasse preuve d'adresse, il tire à l'arc et il ne faut pas qu'il loupe ou qu'il soit minable. Donc ils font un spectacle qui est mise en scène. Il y a une mise en scène et tout ça, il y a un chef d'orchestre, tout ça est très organisé parce qu'il faut donner des ordres. À quel moment tu dois faire monter les animaux et tout, les types sont au sous-sol. Il faut arriver à transmettre des ordres et que dans le sous-sol travaillent des gens un peu comme l'armée avec des grades et des ordres qui sont donnés en cascade, sinon ça ne fonctionne pas. Parce qu'il faut que tout sorte au moment... bon. Donc au dernier moment, les Venatores vont opérer et les fauves seront tués. Et quand ils sont morts, il faut les évacuer un peu comme à la corrida. Il faut les tirer à l'extérieur de l'arène rapidement pour libérer l'arène pour l'après-midi. Parce que l'après-midi, c'est le combat de gladiateurs sur l'arène, une arène vide et propre et avec le sable qui est restauré rapidement. Et hop. Donc il faut que tout ça parte à l'extérieur. Donc voilà comment ça peut fonctionner. Donc l'étude des sous-sols, on apprend beaucoup, permet de rajouter ce qu'on ne nous a pas décrit. Parce que dans les textes, c'est toujours pareil dans l'histoire, je crois, M. Michaud, dans l'histoire, on nous raconte la grande histoire, on nous raconte les faits saillants. C'est quelque chose est trop ordinaire ou trop banal, on ne le raconte pas. Les textes ne le racontent pas, ou ils font qu'une vague allusion. Mais le fonctionnement des monuments parle, l'étude des monuments parle. Donc tout ça est fonctionnel. L'amphithéâtre, c'est un monument fonctionnel, donc il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas d'ésotérisme, comme je disais. Dedans, dans le sacré, oui, si on a affaire à un temple égyptien, c'est compliqué à interpréter parce qu'on doit être dans la pensée des Égyptiens anciens, donc ça, c'est autre chose, c'est un autre monde. Mais là, on est vraiment dans la technique. Donc si on a créé un organe de l'amphithéâtre, c'est qu'il sert à quelque chose. Et on arrive à comprendre à peu près la logique d'ensemble. Et puis après, les durées. Combien de temps faut-il pour remplir les cages? Combien de temps faut-il pour les vider? On arrive à cerner tout ça. Il faut moins de temps pour les vider que pour les remplir, donc il faut des interruptions de spectacle. Quand le spectacle s'interrompt, on met les pitres et les jongleurs, et les types et la fanfare et tout le bazar. Et voilà, on comprend bien comment ceci est fait. Et tout est nécessaire, donc c'est assez amusant. Ça fait partie de la restitution. Dans la restitution, il y a les formes et il y a le fonctionnement qui est à restituer, et donc les deux sont en rapport. Entre forme et fonction, il y a un lien absolument direct. Mais on sait ce qui a été montré. Le spectacle des Venationes, il est quand même bien connu. Simplement, il n'y a pas de thèse dessus. On a fait la thèse, je l'ai faite sur l'amphithéâtre et l'architecture. Il y en a d'autres, dont Tessier, donc sur les gladiateurs. Donc il y a des grosses thèses sur les munérats, donc les combats de gladiateurs, mais rien pour l'instant sur les Venationes. C'est un très beau sujet de thèse pour celui qui voudrait se lancer dedans. Mais c'est long, parce que pour bien étudier ça, il faudrait non seulement reprendre l'étude des sous-sols, mais des animaux. Il faudrait aller voir les gens qui travaillent dans les cirques, les gens qui travaillent... un lion, combien ça pèse, quelles sont les performances, comment il se comporte. Tout ça, il faudrait l'étudier, c'est beaucoup de travail. Donc un thésard, un jour, peut-être se lancera là-dedans. Mais ce serait intéressant parce que ça nous donnerait encore des explications. Parfois, Pline parle des éléphants, il parle du comportement des animaux, parfois même dans ce cadre-là, mais enfin il y a beaucoup de boulot qui reste à faire quand même. Mais enfin, on n'est pas dans le flou pour les Venationes. Oui. J'étais un peu long dans la réponse, excusez. Ça me passionne, c'est un thème. Ma question, elle est pour M. Golvin, vraisemblablement. Je vais essayer d'être plus bref dans la réponse maintenant. Il s'agit des tracés. Pour la construction. Vous avez évoqué une proportion avec un triangle 3, 4, 5. Je ne l'ai pas vu sur les plans ou schémas que vous avez présentés. Et ma deuxième question, est-ce qu'on retrouve cette proportion sur l'ensemble des pistes que vous avez étudiées? Non. Le Colisée de Rome aussi, on peut remettre, si on peut mettre l'image, je vous montrerai où sont les triangles. Non, il y a plusieurs familles de tracés. Mais tous ces tracés, les différents types de tracés, visent avant tout à vous permettre de tracer deux axes perpendiculaires au cordeau, avec des moyens qui sont simples à utiliser. Et avoir une géométrie surtout qui soit parfaite, parce qu'avec le tracé, tout va concorder. Vous serez sûr de maîtriser la géométrie du monument. Mais donc voilà, si on regarde, montre-moi. Je vais prendre, voilà.
Voilà où sont les triangles 3, 4, 5, ils sont là, hein. 3, 4, 5. Et les sommets donc, qui servent à tracer les courbes sont là. Voilà, 1, 2, 3, 4, on voyait, il y a 4 triangles, 3, 4, 5. Dans d'autres amphithéâtres, vous aurez des triangles équilatéraux adossés. Là, ce sera un triangle équilatéral et un autre, avec les points. Il y a encore d'autres tracés fondés sur des triangles remarquables aussi, qui sont légèrement différents de ceux-là, parce que les triangles ne sont pas absolument les mêmes, mais le principe est le même. Vous aurez toujours le principe d'un tracé géométrique qui permet d'avoir deux axes rayonnants et de positionner les centres du tracé des courbes. Alors, dans la thèse, tout cela est développé beaucoup. Je m'étais amusé à montrer le tracé d'une ellipse parfaite à côté de l'ellipse faite d'arcs de cercle raccordés. Et l'écart est extrêmement faible. Extrêmement faible. Donc c'est vraiment imiter le tracé d'une ellipse qui a été... c'est une astuce qui permet de se libérer de ce problème insoluble du tracé des ellipses concentriques qu'on n'arrive pas à faire directement. Et alors c'est très intéressant parce que dans les calculs, quand vous calculez les surfaces, le nombre de places, vous avez que le cercle, que la géométrie du cercle. Vous n'allez pas vous enquiquiner avec les formules de l'ellipse et tout ça. C'est très simple. C'est comme si vous construisiez un grand théâtre, mettons dont le rayon serait celui-là, et un petit théâtre dont le rayon serait celui-là. Et puis c'est tout, tout est facile à calculer. C'est ça l'intérêt majeur du tracé. Et c'est relativement simple, c'est le tracé le plus simple possible pour avoir la position des centres des cercles et de l'orientation des murs rayonnants. C'est-à-dire quand vous avez ça, vous êtes sûr sur le terrain de ne pas vous gourer. Parce que c'est compliqué, sinon sans tracé, vous allez faire des erreurs monstrueuses. Et le monument va être tout tordu, vous n'arriverez pas à le construire. Tandis que là, le tracé au sol et la construction de l'édifice est maîtrisé du début jusqu'à la fin. C'est ça l'intérêt. Mais tous les tracés ne sont pas les mêmes. Ils sont classables simplement par grande série. Il y a quelques familles de tracés. Merci. Juste une question. Pourquoi la forme elliptique alors que le théâtre antique, lui, est parfaitement semi-circulaire? C'est le sujet de la thèse. Alors j'étais travaillé à l'amphithéâtre d'Elgem et j'étais jeune à l'époque. C'est mon premier travail dans le cadre professionnel. Donc je faisais les relevés de l'amphithéâtre. J'étais coopérant civil auprès de l'Institut d'archéologie de Tunis. Bon, voilà. Et il y avait 2 dessinateurs tunisiens. Bon. Et puis qui étaient de simples dessinateurs, mais qui posent des questions, les bonnes questions que savent poser les gens simples, ou les enfants des fois. Alors il regarde, je lui dis, tu vois, la reine est elliptique. Il dit, oui, elle est elliptique. Et pourquoi elle est elliptique? J'ai dit, salaud, je vais mettre des années à te répondre. Alors, pourquoi elle est elliptique? Alors, c'est le terrain d'origine. À partir du moment où les premiers jeux, c'est donné dans les nécropoles, dans le cadre des jeux funéraires, à l'occasion des funérailles, on donnait des jeux avec des combats de gladiateurs, etc. Bon, ça c'était le début. Mais comme ces spectacles intéressaient beaucoup, fascinaient beaucoup, on s'est aperçu qu'on pouvait organiser ça sur la place du Forum. Donc les premiers combats spectaculaires ou autres étaient organisés sur les places publiques, en construisant des gradins de bois, des tribunes provisoires, et sur une place donc allongée de dimensions relativement... Bien que un forum ne soit pas l'égal d'un autre, bon, ça a créé à peu près une aire d'une dimension cernable, dont la forme était allongée, puisque le forum romain est allongé, rectangulaire, c'est Vitruve qui nous dit ça. Les Grecs construisent leur place en carré, mais nous ne le faisons pas faire de la même manière, car nous avons reçu de nos ancêtres la tradition de donner des combats de gladiateurs, c'est Vitruve. Donc le forum romain est rectangulaire nécessairement. Très bien. Si on regarde les proportions du forum, on s'aperçoit qu'il peut faire à peu près 3 sur 2, il peut faire ce genre de choses. Qu'est-ce qui s'est passé après? On voit sous César, ça. On a commencé à couper les angles parce qu'on se dit c'est emmerdant. Une arène rectangulaire, c'est très emmerdant, excusez-moi l'expression, si on veut introduire des animaux. Ceux qui s'intéresseraient à la corrida le savent. Parce que ça va créer des angles, les animaux vont aller dans les angles, ça ne fonctionne pas.
Donc pour que ça fonctionne, il faut couper les angles. Alors couper les angles, c'est intéressant parce qu'on a un meilleur angle de vue. Et surtout, on n'a pas d'angle dans lesquels les animaux puissent se réfugier ou d'angle dans lequel on voit mal. Alors si vous coupez les angles d'un rectangle, vous voyez déjà que vous vous orientez à peu près vers l'ellipse. Alors il y a eu 2 temps. Dans un premier temps, on a fait le centre de l'arène rectangulaire et 2 extrémités semi-circulaires. C'est ce qui s'est passé. On a souvenir de cette forme-là dans l'amphithéâtre de Leptis Magna, peut-être la reproduction de l'amphithéâtre de Néron en bois, peut-être, qu'il l'a fait durer, puisqu'il est de l'époque de Néron, Leptis. Bon. Et évidemment, sur le Forum Romanum, on avait l'amphithéâtre de César, qui devait avoir certainement cette forme-là. Pour arriver à se caser hein, dans un forum rectangulaire, on a du mal à faire un monument pleinement elliptique. On a plus de facilité à faire un monument qui a une partie centrale rectiligne et 2 extrémités semi-circulaires. D'où aussi le nom, hein, amphithéâtre, double théâtre. Le nom veut dire ça. Donc voilà. Et finalement, on se dit, ben, là-dedans, on n'est pas à l'aise. C'est emmerdant, on est gêné par le forum, il faut recevoir de plus en plus de monde, c'est contraignant, on n'arrive pas à mettre ça. Construisons dehors. Et alors là, c'est Pompéi. Un des premiers, c'est sûrement le premier, c'est Pompéi. On construit ailleurs. Plus dans le forum, un monument destiné au combat. Et à ce moment-là, Pompéi, c'est vraiment le monument de transition, parce que le soubassement comprend le monument rectiligne avec 2 extrémités semi-circulaires, et le monument à l'intérieur est pleinement elliptique. Et on s'aperçoit que c'est le monument de transition qui a été pensé dans un premier temps comme l'amphithéâtre archaïque, avec ses extrémités semi-circulaires, mais idée lumineuse, on a découvert la forme elliptique qui résolvait tout, à la fois allongée et courbe, et qu'on avait le terrain idéal. Alors après, ça c'est la thèse, il faudrait la lire, quand on fait les calculs et tout ça, on peut démontrer mathématiquement, ça a été fait dans la thèse, que si on veut faire dériver le 3 sur 2 que nous donne Vitruve, et qu'on l'applique à l'ellipse, on va trouver 5 sur 3, qui est la proportion moyenne de l'arène des amphithéâtres, c'est 5 sur 3. Un calcul le montre, hein, que c'est la transposition mathématique intelligente du 3 sur 2 à 5 sur 3. Parce que l'un est rectangulaire, on fait les calculs. Une arène de même surface que l'arène rectangulaire, qui serait elliptique, fera 5 sur 3. Vous regarderez dans la thèse, on peut le démontrer. Donc, voilà. Donc on voit que c'est la transposition la plus subtile possible de la forme de l'arène d'origine sur un nouveau monument pleinement adapté à la perception visuelle. Parce que dans l'amphithéâtre, c'est la perception visuelle qui compte. Hein. Le son ne compte pas, ça il est mauvais puisqu'il y a des vis-à-vis, le sol absorbant. Alors également, on voit très bien. On voit très bien, mais vous me direz un monument elliptique aussi, circulaire je veux dire. Ça aurait été très bien, mais non. On ne veut pas, et en même temps, ça permet de différencier les places, qu'aimaient bien les Romains. Je crois aussi, M. Michaud ne me contredira pas. Il ne faut pas que tout le monde soit logé à la même enseigne. Il y a des places meilleures que d'autres. Donc il faut, par exemple, la loge et tout ça, elle sera au meilleur endroit possible, à l'extrémité du petit axe. Les bonnes places ici, et au fur et à mesure, tout est... Si on vendait les places, hein, le prix des places ne sera pas le même. Et ça va être distribué en fonction donc, de la hiérarchisation sociale, ce que voulait absolument Auguste. Il a même fait un règlement pour assister, pour le théâtre. Hein, comment on doit répartir le public pour que les gens ne se mélangent pas comme il ne le faudrait pas, etc. etc. C'était extrêmement réglé et imposé. Donc rien n'est laissé au hasard. Donc la forme elliptique, elle est née de ça, de cette évolution. Et comment on crée finalement un terrain? Il y a un lien entre l'arène elliptique et les genres de combat qui est donné, le même lien qu'entre le stade de foot, le terrain de tennis. Il finit par y avoir un lien entre l'espace sur lequel on donne et le genre de spectacle. Parce que vous ne pouvez pas faire une arène 10 fois plus grande, c'est pas possible. Parce qu'on ne verra plus le détail des combats de gladiateurs. C'est pour ça que dans la piste des cirques, alors le cirque, lui, qui était l'hippodrome, si on donne des spectacles d'animaux, ça va être des éléphants ou des 2 troupes qui s'affrontent l'une en face de l'autre. Il faut qu'il y ait le mouvement, sinon on ne voit rien d'autre que de grands mouvements de masse. Mais au bout d'un moment, une arène trop grande ne peut pas fonctionner, ne sert plus à rien. On ne peut plus faire. Et alors, quelle est la limite? C'est la limite d'accommodation de l'œil humain. Tout ça, c'est dans la thèse. Vous savez que pour le théâtre, la limite, c'est le décalage entre le son et l'image.
On ne peut pas faire un théâtre romain aussi grand qu'on le voudrait. Parce qu'à partir d'un certain moment, vous aurez un décalage entre ce que l'on voit et ce que l'on entend. Et bon, ben là, on est obligé d'arrêter l'extension du monument. Pour l'amphithéâtre, c'est la limite donc d'accommodation de l'œil humain. Voilà. Au-delà de ça, le spectacle est mort, est terne, on ne voit plus rien, on ne voit plus l'art, parce que c'est un art qu'il faut voir. C'est pas une bagarre, une tuerie. C'est un art violent, comme un art martial, hein. Il y a mort d'homme et tout, mais on vient apprécier voilà, l'art du combat. Donc c'est ça en fait. Pour la bonne partie des munera. Vous savez que le munus legitimum, donc c'est les venationes le matin, enfin la pompade, ou bon évidemment pour l'ouverture des jeux. Les venationes le matin, à midi on liquide les prisonniers, tout ça, c'est là où il y avait le liquidé. Ce qui n'est pas intéressant, bon, ça se passe à la mi-journée, et puis le clou du spectacle, ce sont les combats des gladiateurs. Très bref, comme la corrida, vous avez vu un combat, le taureau combat pas longtemps, quoi. Et pareil, le gladiateur, 5-10 minutes, le type est épuisé, c'est fini, il y en a un qui est liquidé, hop, on passe au suivant. Donc c'est une série de combats comme ça, donnés en gardant les meilleurs, évidemment, pour la fin, les grandes vedettes pour la fin. Et donc c'était ça. Donc si on ne peut pas voir l'art du combat dans de bonnes conditions, ça ne vaut pas le coup. On change de spectacle. Donc il y a des limites techniques absolues, des contraintes techniques absolues qui définissent également la forme et les dimensions de ces édifices. Et chacun, donc la forme de l'amphithéâtre elliptique, donc elle s'explique. La forme du théâtre, elle s'explique aussi. Semi-circulaire, c'est Vitruve qui nous dit. Comme on jette un caillou dans l'eau, les ondes se répandent de façon par des cercles concentriques. Le cirque ou le stade, évidemment, il s'agit de s'élancer à grande vitesse sur de grandes distances, donc il va être d'une forme très allongée. Et vous verrez, puisque c'est le spectacle qui se déplace devant vous. Donc tout va bien. Donc on ne peut pas utiliser l'un pour l'autre, hein. Chacun a sa raison d'être et ses caractéristiques. En tout cas, voilà pourquoi l'amphithéâtre est elliptique. Vous avez montré le plan des arènes de Béziers et à un moment donné, vous avez chiffré certaines parties. J'aurais aimé des précisions sur le numéro 2, si c'était possible. Le centre numéro 2 Quand vous êtes sur le plan des arènes. On va le remettre, si vous voulez, pour comprendre la question. Sur le plan, hein, vous disiez. Le plan, il est au début, tout à fait au début. Ça, voilà, là, celui-là. Si on peut agrandir celui-là, ouais. Voilà. Vous avez marqué un numéro 2. Ça, c'est toi qui as marqué. Hein. C'est le numéro. Allez, il faut répondre. Alors, 2, c'est sur les murs retrouvés. Voilà, ce sont les chiffres qui renvoient au texte. Et sûrement au le commentaire. En l'occurrence, le numéro 2, c'est le seul, avec un autre. Hop, tiens, je te prends. Merci. Le numéro 2, c'est un tronçon de la façade en fait, de l'amphithéâtre. Mais c'est un tronçon, enfin, celui-ci a été observé dans un sondage, alors que celui-là a été vu dans une cave en fait. C'est la base du mur de façade antique qui compose l'un des 4 côtés d'une cave. Voilà. Là, vous êtes sous une maison. Là. On est sous une maison, oui, et c'est un tronçon qui a été observé dans les années 70 par une personne qui s'intéressait déjà à l'amphithéâtre et qui avait fait une petite projection et qui pensait qu'effectivement, étant donné la courbe restituée par l'ambulacre, la façade, enfin, il avait cherché la façade et puis il avait eu la bonne surprise en ouvrant, en rentrant dans ses maisons et dans une cave, de se retrouver devant un mur, un petit appareil, avec des éléments, un grand appareil sur les 2 côtés qui étaient des fondations de 2 piliers. Et voilà, il s'avérait qu'en fait, il avait découvert, sans même creuser, un élément de la façade. En fait, c'est toute l'histoire archéologique de ce site. C'est qu'une partie a été observée en fouille et le reste était déjà accessible. Il suffisait de l'interpréter et de savoir exactement à quoi on avait affaire. Et en fait, les fouilles ont été guidées par ceux qui étaient déjà visibles. Puisque, comme on l'a dit, ça n'était qu'une redécouverte et non pas une découverte. Je peux
Puisqu'on va le plan, le parcours en fait avec la tablette. Troisième. Voilà, en fait, vous démarrez d'ici place Saint-Cyr, vous prenez la rue Saint-Jacques, voilà. Hop. Vous tournez rue des Anciennes Arènes, donc là vous arrivez sur le promontoire, c'est-à-dire sur les gradins. Voilà, donc là vous avez la réalité augmentée, la première, et après la tablette vous fait repartir. Vous reprenez place du Cirque, vous passez dans la rue, et puis vous rentrez dans le jardin des arènes, et puis vous allez au milieu, là où il y avait l'arène. Voilà, et là vous avez la deuxième réalité augmentée. Et le début étant là où vous voyez l'arène posée sur la colline. Parce que je n'avais pas précisé le circuit. Dans l'application, vous avez montré tout à l'heure une image fixe du Vélum ou du Vélarium. Est-ce que dans la manière dont on peut la consulter sur place, est-ce qu'il y a une interaction avec l'heure et le déplacement du soleil ? Alors, non, pour l'instant non, mais par contre, on voit, il y a une animation où on voit bouger le Vélum. Voilà. C'est la première que l'on voit, mais je pourrais vous le montrer tout à l'heure parce que je peux débrancher le GPS et en fait j'ai l'application que je peux guider au doigt en fait. Donc je peux vous le montrer où on voit le bâti actuel qui disparaît au profit de l'arène. Et à un moment donné, ça fait comme je disais, comme une sorte de drone qui survole l'arène et on voit bouger les vélums. Mais c'est vrai qu'après, voilà, on pourra travailler sur la lumière, version 3. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, ou sinon, je ne sais pas où est Elodie. Non ? Bon, mais écoutez, merci de votre attention.